Bienvenue dans le Retour au réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Chers amis, ça y est, la rentrée est bien démarrée, les enfants sont rentrés à l'école et le travail reprend en force. Aujourd'hui, nous allons reprendre notre série sur l'école des chefs. Alors, l'objectif de cette série, c'est d'abord de vous donner des conseils pour commander, pour manager, comme on dit, pour tenir vos responsabilités, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans l'armée, si vous êtes militaire, que ce soit dans la famille, mais aussi que ce soit dans des projets associatifs, même dans le militantisme. Tous ces conseils sont tirés du livre L'école des chefs du père Gaston Courtois. Aujourd'hui, nous allons méditer sur les raisons qui nous poussent à obéir à nos propres chefs, et donc les raisons qui doivent pousser aussi nos subordonnés, c'est-à-dire ceux qui sont sous nos ordres, ceux que l'on commande, à nous obéir. Pourquoi est-ce que nous obéissons à nos chefs ? Est-ce que c'est parce qu'ils nous plaisent ou parce qu'ils ont une mission ? Dans la vie, on a tous un supérieur, que ce soit au travail, à la maison, dans tous nos engagements, mais la vraie question, c'est pourquoi lui obéir ? Alors la question, elle est en apparence simple. Est-ce qu'on obéit à un chef, au patron, à son père, à son N+1 parce qu'il est sympa, parce que c'est comme ça ? Mais la réponse, en réalité, si simple soit-elle en apparence, contient une forme de piège qui se cache au sein des enjeux. Et ce sera tout l'objectif de ce podcast, d'essayer de déjouer ces pièges. Alors, on va d'abord parler du charisme. Évidemment, un chef qui donne envie de lui obéir parce qu'il est beau, il est intelligent, il est drôle, il est sympathique, il est agréable, c'est toujours mieux un chef qui n'aurait pas le physique de ses idées, qui serait étroit d'esprit, aigri, froid ou tout ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que le charisme, c'est-à-dire l'aura qui entoure le chef, sa popularité, ce n'est pas quelque chose qui va toujours durer aussi longtemps que son mandat de chef. Un beau jour, le chef, il peut vieillir, le chef peut paraître moins enthousiasmant, il peut apparaître davantage avec ses défauts. C'est finalement très humain. Et quand on rencontre une personne qui a du charisme pour la première fois, souvent, on tombe amoureux d'elle. Enfin, quand je dis amoureux, c'est pas forcément au sens de l'amour conjugal entre un homme et une femme, mais on est fasciné. On trouve que la personne, elle est géniale, qu'elle est fantastique. Et puis, plus on fréquente cette personne, plus on va découvrir ses limites et on va s'apercevoir qu'elle est comme tout le monde. Non pas que c'est pas une personne extraordinaire, mais c'est une personne qui a aussi des défauts comme tout le monde. Et parfois, tout ça peut éveiller de la déception, voire même de la méfiance ou du rejet. Donc le charisme, c'est un peu comme une étincelle, ça brille très fort au début, mais en réalité, ça dure pas toujours très longtemps pour les personnes qui vont être en relation constante avec des personnes charismatiques. Moi, ça m'a marqué en particulier dans les monastères, parfois où quand on parle un peu avec un moine, quand on arrive au monastère, on a l'impression que tous les moines sont des saints, que finalement ils ont tous presque une auréole invisible derrière leur tête, ils sont tellement resplendissants de leur habit monastique, de leur vie monastique, etc. Mais les moines nous disent eux-mêmes qu'en fait, ils sont entourés d'hommes et que parfois, même entre moines, il y a des frictions, il y a des déceptions, etc. Donc, tout chef populaire, évidemment, il a un fort capital de séduction, mais dès finalement que petit à petit on a l'habitude de travailler sous ses ordres, il a aussi un capital de déception. C'est un mécanisme qu'on retrouve aussi dans la crise de l'adolescence. L'enfant petit, il est tellement inférieur, tellement petit par rapport à ses parents, qu'il les admire naturellement sans même que les parents aient des efforts particuliers à faire. Parfois, il y a même justement des enfants qui admirent des mauvais parents. Moi, je me souviens très bien, quand j'étais petit, évidemment, j'ai beaucoup d'admiration pour mes parents, mais lorsque j'étais petit, évidemment, ma mère, c'était la plus belle femme du monde, mon père, c'était le plus fort, et quand on arrive à l'adolescence, on va percevoir les limites de ses parents, parce que finalement, on a un œil un peu plus grand, on voit les défauts de ses parents, et c'est souvent à l'adolescence que le petit garçon va parfois défier son père, va parfois lui répondre, qu'on va aussi désobéir à sa mère, etc. Donc c'est vraiment ce mécanisme qui fait que plus on connaît une personne, plus on la fréquente, plus on travaille avec elle, plus on voit aussi tous ses défauts. Donc le charisme, c'est une très bonne chose, le style, c'est important, mais si vous êtes chef, efforcez-vous aussi évidemment de donner envie à vos hommes, mais ne soyez pas finalement petit à petit que ça. C'est sûr qu'on va beaucoup plus facilement suivre quelqu'un qui est chaleureux, quelqu'un qui va, de par son apparence et sa parole, aider les foules à se lever et à le suivre. C'est toujours mieux qu'un gars qui est froid, bedonnant et mou. Mais c'est pas suffisant et c'est pas quelque chose, finalement, on est toujours sur l'ordre de quelque chose d'un peu superficiel qui, dès qu'on va rentrer un peu plus dans le détail, risque de poser des problèmes si tout repose que sur ça. Alors maintenant, si on se place du côté de celui qui doit obéir, qui a un chef au-dessus de lui, et on en a tous, rappelez-vous, la société est une pyramide de chefs, donc même quand on est chef, on a toujours des autorités au-dessus de nous auxquelles on doit obéir. Eh bien, évitez donc d'aduler vos supérieurs.
évitez de vous faire trop vite un mythe sur votre patron, sur votre chef, etc. parce que vous finirez par être déçu. Et qu'est-ce qui se passe quand on est déçu ? Eh bien, c'est là que commence justement parfois la médisance. C'est-à-dire qu'en gros, on va entre collègues dire un peu du mal du patron, se moquer de lui, voir voilà tous ces défauts qu'on a vus. On va commencer même parfois à avoir des cachotteries, on va plus être très franc, on va plus dire en face les choses, on va critiquer derrière son dos, on va petit à petit biaiser les règles, etc. Donc ça, c'est toutes sortes de choses qui vont empoisonner la vie collective, qui vont empoisonner finalement la mission, que ce soit dans une entreprise, dans le militantisme, dans l'armée, etc. Qu'est-ce que c'est que la maturité ? C'est de comprendre que la nature humaine, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle est fragile, qu'elle est décevante, et donc on n'est plus des enfants qui doivent finalement chercher des héros pour, d'une certaine manière, que ces héros nous aident à nous ne pas en être. Il faut arrêter de chercher une figure d'autorité mythifiée, mais il faut savoir que même si son chef a des qualités objectives, et il faut que le chef ait des qualités objectives, c'est hyper important, mais il a aussi des défauts objectifs qu'on va découvrir tôt ou tard et qu'il va falloir accepter parce que c'est comme ça, c'est la vie, c'est la nature de l'homme. Il faut accepter les gens comme ils sont et non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. Et c'est tout le défaut aussi du romantisme, on peut penser même ici dans le couple, dans le mariage. Pendant 3 ans, on a l'illusion d'aimer la personne la plus parfaite du monde, et quand on découvre ses défauts, eh bien on se barre en courant. Eh bien moi je dis qu'il faut grandir, il faut prendre un petit peu en maturité et accepter que les gens ne soient pas parfaits. Alors on va parler maintenant, dans un deuxième temps, de la flatterie. Le père Gaston Courtois, dans cette leçon, commence avec une citation d'un article dans un ancien code d'honneur chrétien. « Insère-toi librement dans l'équipe de tes chefs, de tes collègues, de tes sous-ordres. Joyeusement, travaille avec eux dans une atmosphère d'estime, de respect et de confiance réciproque. Envers tes supérieurs, montre-toi déférent, sans flatterie, zélé, sans ostentation, franc et courageux dans tes opinions. » En fait, qu'est-ce que nous dit ici ce code d'honneur ? C'est qu'il faut sortir de l'obéissance servile. C'est le titre du podcast, « Obéir sans flatter, commander sans dureté ». L'obéissance, ce n'est pas un sentiment qui est aveugle. C'est pas quelque chose qui nous oblige à mettre le petit doigt sur la couture du pantalon, à débrancher notre cerveau parce qu'on obéit et du coup on est comme des machines, des robots qui faisons tout ce que le chef nous dit de faire. C'est pas non plus cirer les pompes de son supérieur. Non, obéir, c'est avant tout une démarche qu'on doit faire parce qu'elle a du sens. Parce que dans la vie, une société qui fonctionne, c'est une société dans laquelle il y a des hiérarchies. C'est une société dans laquelle il y a des gars qui sont là pour superviser, pour coordonner, qui ont une vue d'ensemble et qui savent envoyer le bon mec à la bonne mission, à tel endroit, au bon moment. Et donc, on obéit, non pas parce que c'est une forme de soumission, on obéit parce qu'on collabore à une grande œuvre. Et parce qu'on sait, justement, où est notre place. Et parce que notre place, c'est la bonne place. Parce que notre responsabilité nécessite de se coordonner, de faire confiance à un gars qui est au-dessus de nous, parce qu'il est plus compétent que nous, parce qu'il a plus de responsabilités que nous. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il a plus d'expérience, parce qu'il est mieux formé, ou tout simplement même parce qu'il a plus de talent naturel que nous. Et c'est comme ça, il faut aussi se rappeler qu'il y a des inégalités naturelles dans la vie. Ça ne plaît pas beaucoup aux gauchistes, mais c'est la simple vérité qu'on constate dès qu'on est confronté au réel. Alors évidemment, on doit respect au chef. C'est normal, ça fait partie des bases, on doit toujours respecter son chef. Mais l'esprit de discipline à l'égard de ses supérieurs, c'est quelque chose que doit être régulé, qui doit être compris, qui doit être intégré finalement dans une logique supérieure. Évidemment, si vous voulez commander, il faut d'abord savoir obéir. Vous devez être capable de mettre vos gestes, votre vie, sous l'autorité vraie de votre supérieur. Dans le livre du père Gaston Courtois, il cite un docteur, le docteur Simon Marcus, dans un livre sur l'éducation, qui distingue 2 raisons psychologiques d'obéir au chef. La première, elle dit, c'est celle qu'on peut appeler la raison féminine. On obéit au chef parce qu'on l'aime, parce qu'il inspire confiance, parce qu'il sait enthousiasmer. En un mot, parce qu'il a le bonheur de nous plaire. La seconde serait la raison plus proprement masculine. On obéit au chef à cause de son mandat. Il représente l'autorité de Dieu, à cause de son rôle nécessaire, il coordonne les efforts du groupe humain en vue d'une mission déterminée. Alors, en fait, dans la pratique, les 2 raisons ne sont pas incompatibles. Et même, c'est bien qu'il y ait ces 2 raisons qui nous poussent à obéir. D'une part, parce qu'on aime notre chef, parce qu'il nous inspire confiance, parce qu'il nous enthousiasme, et d'autre part, parce que son autorité, elle est nécessaire pour coordonner le groupe humain en vue d'une mission déterminée. Mais ce qu'il faut retenir, nous dit le père Gaston Courtois, c'est que le deuxième, c'est-à-dire, en gros, on obéit au chef en vue d'une mission, doit toujours primer sur le premier.
Parce que si les hommes ne suivent le chef que parce qu'ils l'admirent, parce que le chef est populaire, parce que le chef est captivant par sa personnalité, eh bien le danger, c'est qu'à un moment donné, on cesse de lui obéir parce qu'on va voir ses défauts, parce que le chef va peut-être pas avoir toujours autant de charisme à nos yeux. Donc, retenez qu'on n'obéit jamais à un homme, on obéit d'abord avant tout à une mission. Il peut aussi y avoir un écueil, c'est celui petit à petit qui fait que le charisme du chef, son côté un peu, son aura qui le rend intouchable, va faire chez ceux qui lui obéissent des personnalités de plus en plus instables, inquiètes, parce qu'elles sont toujours, finalement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec ce manque de maturité, hein, elles cherchent un héros qui, finalement, les dispense eux-mêmes d'être à la hauteur de leur responsabilité. C'est-à-dire qu'en gros, on se console en disant, c'est toujours comme en politique, hein, l'homme providentiel, la plupart des Français sont comme ça, et regardent les élections présidentielles en disant, voilà, qui va sauver la France ? Mais en fait, toi aussi, tu peux sauver la France. Alors, peut-être pas au même rang et au même niveau que le président de la République, mais de par tes actes, tu peux faire des choses sans attendre justement qu'un héros providentiel vienne là. Donc c'est vraiment un tempérament très immature dont il faut chercher à se corriger. Hein. Il faut comprendre que le chef est nécessaire. Il ne s'agit pas ici d'être dans une forme d'anarchisme primaire et ridicule, mais le chef ne doit pas être une forme de personnalité idéalisée et surtout intouchable, vis-à-vis de laquelle on n'ose pas parler, se confier, etc. Donc le père Gaston Courtois nous dit « Ne soyez jamais servile, flatteur, plat, obséquieux, jamais ». Il nous fait remarquer aussi que ceux qui témoignent un empressement exagéré auprès de leur maître sont souvent d'une dureté et d'une exigence outrancière vis-à-vis de leurs propres subordonnés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, tous ceux qui sont en fait des flatteurs, qui sont toujours en train de faire des courbettes, de cirer les pompes de leur chef, vont, quand ils vont avoir des subordonnés, des gens en dessous d'eux, ils vont être des vrais tyrans. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris en fait les vrais principes de l'autorité et de l'obéissance. En fait, ils croient qu'on obéit à un chef parce que le chef c'est le plus fort. Parce que le chef c'est Dieu sur terre, parce que le chef c'est une sorte de molosse arbitraire qui peut vous broyer selon son caprice. Mais c'est pas ça un chef. Et du coup, ces gars-là, dès qu'on leur donne 2 sous d'autorité, en fait, ils vont se croire tout permis avec les autres, ils vont mal leur parler, ils vont leur hurler dessus, ils vont leur donner des ordres absurdes pour un oui ou pour un non. Donc en fait, il faut comprendre que la servilité, c'est toujours ce qui engendre la tyrannie. Il est important, et on va le voir, d'avoir des rapports sains et naturels avec ses supérieurs. Alors maintenant, on va parler de l'autorité comme un service. Le chef, c'est d'abord et avant tout celui qui est au service du bien commun. Le chef, c'est pas celui qui se rend service lui-même. On n'est pas au service d'un chef au sens d'une personne attitrée, même si ce chef a beaucoup de charisme. Le père Gaston Courtois, c'est le titre du chapitre. J'ai évidemment changé le titre du podcast parce que je trouvais que cette notion-là pouvait avoir des sens confus. Il nous invite en fait à être digne. Le titre du chapitre, c'est la dignité. Alors qu'est-ce que c'est qu'avoir de la dignité ? Avoir la dignité, c'est se comporter avec de la retenue, avec une certaine forme de fierté, de noblesse, sans se rabaisser ni flatter. Et en fait, cette dignité, elle va être d'autant plus facile à garder qu'on va fonder l'obéissance non pas sur la personne individuelle du chef, mais sur le bien commun. Parce que l'objectif qu'on se propose de réaliser collectivement, que ce soit, encore une fois, dans l'entreprise, dans la famille, dans l'armée, dans le groupe militant, dans l'association, c'est justement ce qui fait qu'on obéit. C'est pour réaliser cet objectif. Donc, l'autorité, et ça on l'a déjà dit dans les podcasts précédents, ce n'est pas un privilège, c'est pas des épaulettes sur votre chemise ou sur votre veste, c'est avant tout un service. Être chef, c'est servir les autres. Le chef, c'est pas un gourou, c'est celui qui va justement garantir le bien commun. Alors dans sa conclusion, le père Gaston Courtois nous invite à bien retenir cette leçon. C'est une question de dignité pour chacun à tous les échelons de la hiérarchie que dans l'accomplissement de sa fonction, un chef soit obéi sans qu'il ait à user à chaque fois de persuasion et d'arguments personnels. Qu'est-ce que c'est que la persuasion ou les arguments personnels ? C'est tout ce qui pousse un chef à être dans la séduction, dans les sentiments. Donc évidemment, c'est humain et on est obligé finalement de capter les gens aussi par les sentiments, pas simplement que par la raison. Mais tout ça, c'est fragile, ça ne tient pas dans la durée. Et je vais ajouter à cela que ce qui peut conduire aujourd'hui à des dérives de l'autorité, que ce soit dans l'ordre de la manipulation ou des abus, c'est souvent justement parce que le chef va abuser de son charisme. Et donc, quand on a des chefs trop adulés, eh bien, ils se comportent en gourou.
Et c'est des situations qui se sont maintes fois illustrées dans des communautés religieuses, mais même aussi dans des groupes militants. Lorsque la personnalité charismatique finit par dévorer, par asservir ses disciples, eh bien, il profite d'eux. Et donc, il est important, lorsqu'on a des responsabilités, de tout faire pour se prémunir de cette tentation qui guette tout homme, parce que simplement, c'est le fruit de l'orgueil. Donc, si vous êtes chef, faites attention à l'orgueil, essayez de vous dire qu'en gros, l'orgueil, c'est votre pire ennemi, parce que l'orgueil, à un moment donné, va vous aveugler. Et il va vous faire finalement sortir de votre mission. C'est justement le propre de la démesure, parce que vous allez abuser de votre autorité, vous allez l'utiliser mal, vous allez vous attitrer des privilèges, vous allez profiter des gens, et ça, c'est dégueulasse, et ça fout une communauté en l'air. Donc, si vous commandez, il faut d'abord essayer d'être simple, de garder à l'esprit que votre autorité, elle ne dépend pas de votre charisme, mais des responsabilités qui vous imputent. Que vous avez une mission qui est pour le bien commun, et donc que vous n'allez pas gouverner pour vous-même, pour devenir une sorte de star adulée de tous, vous allez gouverner pour une cause. Et maintenant, si on se place côté du subordonné, de celui qui obéit, puisque en tant que chef, vous obéissez aussi, eh bien comprenez aussi que c'est parce qu'il est naturel dans toutes les formes de société humaine d'obéir à un échelon supérieur, que vous devez respecter votre chef, que vous devez être loyal avec lui, et donc que la loyauté, ça vous oblige à lui parler avec sincérité, à lui dire sans peur. En fait, si votre chef a un défaut, il faut lui dire avec respect, mais plutôt que d'aller finalement en parler entre collègues et dire « ouais, t'as vu, il a fait ci, il a fait ça, etc. » Non. En fait, si vous saisissez quelque chose qui est objectivement dangereux, quelque chose qui nuit au bien commun, eh bien, soyez transparent. S'il y a quelque chose qui vous tracasse, eh bien, essayez d'aller parler à votre chef, de lui dire poliment que telle ou telle chose n'est peut-être pas bien appropriée, que tel ordre devrait être légèrement modifié, etc. Vous n'êtes pas des esclaves, et vous devez en fait concevoir votre obéissance comme celle d'un second qui va aider le chef, non pas en tant que chef individu, mais qui va participer à cette œuvre collective dans l'obéissance à un supérieur. Donc retenez bien, obéir, ce n'est pas se soumettre, c'est collaborer à une mission qui est plus grande que soi. Et commander, c'est pas briller, c'est œuvrer pour le bien commun. Alors quelques questions maintenant, pour s'interroger soi-même, pour essayer de faire un peu le point dans sa propre vie. Donc ce sont une série de 5 questions que le père Gaston Courtois nous invite à nous poser maintenant. Première question. Votre attitude envers vos supérieurs est-elle différente selon qu'ils sont présents ou absents ? En gros, est-ce que, par exemple, quand le chef rentre dans la pièce, tout d'un coup, vous êtes gêné, vous faites autre chose, etc. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez peur de votre chef ? Est-ce que c'est parce que vous cherchez à lui cacher des choses ? Est-ce que c'est parce que vous avez de la défiance envers lui ? Normalement, vous devriez avoir la même attitude que votre chef soit là ou pas. Vous ne devriez pas avoir besoin de changer de conversation quand votre chef rentre dans une pièce. Deuxième question. Avez-vous en horreur la flatterie à l'égard des supérieurs et d'une manière générale, tout ce qui sent de près ou de loin la manœuvre ? En gros, est-ce que vous jouez de votre charme ? Est-ce que vous aimez bien un petit peu manipuler parce que vous cherchez à être aimé, à être préféré, parce que vous cherchez finalement à fuir le fait d'être réprimandé, d'être critiqué, etc. Ou est-ce que, au contraire, vous êtes francs, loyaux ? Avez-vous compris que la discipline d'un chef envers son propre supérieur ne pouvait être celle d'un subordonné sans responsabilité ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que à un moment donné, vous êtes responsable, vous aussi, de votre obéissance. En fait, l'obéissance, ça ne vous oblige pas à déposer votre cerveau à côté de vous. Vous avez le devoir, donc, d'examiner les ordres que l'on vous donne, pas parce que vous devez sans cesse critiquer les ordres ou les observer et réfléchir s'ils sont bons ou pas, mais parce que vous devez les comprendre, parce que si vous ne les comprenez pas, vous allez mal les exécuter, vous allez trahir d'une certaine manière la mission de votre chef. Donc, vous avez le devoir plutôt d'examiner ce qu'on vous demande, d'y réfléchir, de réfléchir au bien fondé de tout ça. Et puis, si vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous avez le devoir aussi d'avertir votre chef, de le questionner. Quatrième question. Avez-vous compris qu'il pouvait parfois se trouver des cas où le chef devait, au nom du bien commun, alerter respectueusement son supérieur sur telle ou telle répercussion d'un manque d'éléments suffisants ? Alors, bien entendu, si une fois éclairé, le supérieur maintient un ordre, c'est-à-dire qu'en gros, une fois que vous lui avez dit « là, je comprends pas telle ou telle chose », une fois que vous l'avez alerté, votre soumission doit être loyale. Elle doit être totale. À un moment donné, c'est le chef qui décide, c'est lui qui tranche. D'accord ? Même si vous aviez peut-être un goût pour autre chose, une option qui vous paraissait mieux, si l'ordre est légitime, à un moment donné, il faut obéir au chef, c'est nécessaire.
5e question, avez-vous compris que l'obéissance n'est pas exécution mécanique ou soumission passive, mais collaboration active et communion profonde à l'idée directrice du chef? Voilà. Posez-vous la question, votre patron, votre chef de section militant, votre officier, est-ce que vous lui obéissez parce que il faut obéir, parce que vous êtes servile, ou est-ce que vous lui obéissez parce que vous avez bien vu qu'ensemble, vous collaboriez à la même mission tous les deux? Alors l'exercice de la semaine que nous propose le père Gaston Courtois, c'est de s'efforcer d'avoir l'attitude vis-à-vis de nos chefs la plus digne, la plus loyale, la même que celle qu'on cherche dans nos subordonnés à notre égard. Et d'ailleurs, posez-vous la question, est-ce que vous cherchez, vis-à-vis de vos subordonnés, vis-à-vis des équipes que vous commandez, est-ce que vous cherchez à les terroriser, ou est-ce que vous cherchez, au contraire, à les faire grandir, à les diriger dans une bonne mission? Le père Gaston Courtois nous invite aussi à avoir des sujets de conversation. En fait, ces sujets de conversation, on pourrait dire c'est une extension un peu des questions. C'est finalement une réflexion. Une réflexion à mener avec d'autres personnes, avec d'autres chefs dans votre entourage, avec d'autres personnes qui travaillent avec vous, avec votre mari, avec votre épouse. Voilà. Quels sont les dangers qu'il y a à se sentir intimidé, paralysé, inhibé devant un supérieur? En gros, voilà. Quand on craint trop son chef, quels sont les dangers d'après vous? Comment réagir sans manquer au respect qui est dû au chef? Comment est-ce que je peux dire les choses à mon chef sans lui manquer de respect? D'où vient que ce sont souvent les chefs les plus obséquieux devant leurs supérieurs qui sont ensuite les plus tyranniques vis-à-vis de leurs subordonnés? Pourquoi? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ceux qui vont être les plus flatteurs vont être les plus tyrans. En quoi la flatterie vis-à-vis du supérieur est-elle dangereuse? Premièrement, pour celui qui fait la flatterie. Deuxièmement, pour celui qui la reçoit. Troisièmement, pour ceux qui dépendent d'eux. Pourquoi est-il plus conforme à la dignité humaine d'obéir à un homme parce qu'il est chef que parce que cet homme a le don de vous plaire? 5e réflexion. Pourquoi est-il vrai de dire que l'exécution aveugle et inintelligente d'un ordre est souvent la manière la plus perfide de desservir un chef et de dénaturer sa pensée? 6e question, citez des cas où la désobéissance à la lettre peut être une obéissance à l'esprit. Ça, je pense que c'est un des points les plus importants, surtout à notre époque. C'est particulièrement vrai dans l'Église. C'est aussi vrai en politique ou dans plein de domaines. Souvenez-vous la chanson du soldat belge. Alors le soldat belge, effectivement, il est loué pour son obéissance de ne pas avoir voulu ouvrir la frontière au roi, pas avoir laissé passer le roi des Belges, donc il est décoré pour ça. Mais voilà, si vous connaissez pas la chanson, cherchez la chanson Le Soldat belge. Mais en fait, voilà, à un moment donné, le bon subordonné, c'est celui qui est capable de comprendre l'esprit et du coup d'être capable parfois de prendre l'initiative à un moment donné pour bien appliquer sa mission et bien de s'adapter au terrain. Montrer comment l'obéissance bien comprise, loin de nuire à la dignité humaine, est pour elle cause d'épanouissement et d'enrichissement. Et ça, on va le développer, donc ça va être un peu notre conclusion à travers le livre de la semaine. Le livre de la semaine, c'est le rôle social de l'officier. Alors qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est un petit essai qui a été publié en 1891 par Lyautey. Donc Lyautey qui va devenir plus tard le maréchal de France. Et c'est un texte qui va être très marquant à la fin du 19e siècle, qui va beaucoup marquer le scoutisme, qui va beaucoup marquer l'armée. Alors qui est Lyautey? Lyautey, quand il écrit ce livre, c'est un jeune officier qui a été formé dans l'armée française après la défaite de 1870. Et cette défaite, la défaite de Sedan, va vraiment traumatiser l'armée française qui va chercher à redonner de la valeur à son armée. Et donc Lyautey écrit ce texte un peu finalement comme un bilan, voilà, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi l'armée française a sombré dans une forme d'échec. Donc il réfléchit aux causes et il va réfléchir donc sur le rôle du soldat et du chef militaire dans la société. Et donc il va avoir une idée géniale, c'est que le militaire, il n'a pas seulement une fonction technique, c'est-à-dire de faire la guerre. C'est pas finalement une machine de guerre, le militaire. Il a aussi une fonction qui est sociale et morale. Et c'est quoi cette fonction ? En fait, c'est que l'officier, c'est aussi un éducateur, c'est aussi le chef d'une communauté. En fait, que son rôle dépasse le champ de bataille parce qu'il doit former des hommes, il doit les élever moralement et spirituellement. En fait, sinon, il a en gros que des soldats qui sont de la chair à canon. Et c'est pas ça, être un bon soldat. Donc, au-delà du contexte militaire, on peut penser
au chef d'entreprise, au chef militant, au chef d'une association. C'est une dimension extrêmement importante du rôle de chef, de faire grandir les hommes, de ne pas les considérer comme du bétail humain ou des esclaves. Vous devez considérer votre rôle aussi, pas que, vous avez un rôle technique, vous devez arriver à un but, mais vous avez aussi un rôle d'éducateur, un rôle pédagogique, qui est de faire grandir les hommes qui sont sous vos ordres. Et parce qu'aussi, dans toute cette logique, c'est qu'à un moment donné, vous allez laisser la main à quelqu'un d'autre. Vous devez finalement, à un moment donné, faire monter en expérience, en grade, en compétence, ceux qui sont en dessous de vous, pour que eux puissent prendre un rôle supérieur. Et à un moment donné, vous allez devoir laisser votre place. Donc, dans ce livre, on apprend que l'officier, c'est pas juste celui qui commande des hommes, mais c'est aussi un pédagogue. C'est aussi quelqu'un qui donne l'exemple par sa droiture, par son courage, par son sens du devoir. C'est pas quelqu'un qui est là pour se servir, c'est quelqu'un qui est là pour servir. Et donc, la discipline militaire, c'est pas... justement, on a souvent cette image un peu de la discipline militaire, petit doigt sur la couture du pantalon, mais c'est pas... Ça, on va dire, c'est une des dimensions, parce que dans l'armée, il faut obéir de manière assez stricte aux ordres, mais pas de manière servile. Si on obéit de manière stricte à un ordre, c'est parce que c'est important, c'est parce qu'il y a une raison pour ça. Et donc, qu'il faut, à un moment donné, l'objectif du chef, c'est d'élever les hommes, de leur apprendre à servir une mission qui est plus grande qu'eux. Et du coup, donc, tout ce texte va vraiment beaucoup marquer les milieux éducatifs, même les milieux politiques, parce que finalement, même aussi le chef d'une nation, c'est pas un tyran. Si c'est un tyran, c'est un mauvais chef. Le chef d'une nation, c'est justement celui qui va faire grandir les hommes. Dans le service du bien commun, il va élever son peuple. Donc, le chef ne fabrique pas des esclaves, le chef forme des hommes. C'est la conclusion un petit peu que vous devez essayer de méditer, avec une pensée pour cette semaine à méditer. La récompense du capitaine n'est pas dans les notes du commandant, mais dans le regard de ses hommes. Le regard de ces hommes, non pas qu'il doit vous aduler, mais qu'il doit voir en vous celui qui justement fait le bien, qui mène tout le monde vers sa mission. Qui est-ce qui a écrit ça ? C'est Maurice Larouille, qui était un officier de marine, un écrivain français, qui est mort en 1939. Donc, chers amis, voilà, c'est la fin de cet épisode. Il était court, mais voilà, ça sert à rien parfois de parler pour parler. Les choses sont assez simples. Retenez que le charisme, c'est quelque chose qui attire, qui brille, mais que ce qui fait l'unité, c'est le bien commun. C'est la raison d'être d'un chef. Que le chef, il n'est pas grand par ses qualités personnelles, mais surtout par la responsabilité qu'il porte. Et que celui qui ne sait pas obéir ne sera jamais commandé. Voilà, je vous invite évidemment à m'écrire, à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, à me faire part de vos souhaits pour les prochains épisodes. Et puis surtout, c'est très important, à partager, à aimer cet épisode, parce que si justement vous l'aimez, vous le partagez, eh bien il va être de plus en plus recensé dans les algorithmes, il va pouvoir de toucher davantage de gens, et vous savez à quel point notre pays a besoin de vrais chefs pour pouvoir se relever. Je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode du Retour au réel, toujours sur la série L'école des chefs. À bientôt les amis.